Bien, nous allons commencer, mesdames, messieurs, chers collègues. Monsieur le ministre, nous sommes réunis afin de vous entendre dans le cadre de la commission d'évaluation des politiques publiques consacrée à la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. Je vais donc vous rappeler les règles de nos commissions d'évaluation des politiques publiques dans le cadre de ce printemps d'évaluation. Nous donnerons d'abord la parole aux rapporteurs spéciaux pour 10 minutes maximum chacun, puis le cas échéant aux rapporteurs pour avis, et enfin au ministre pour 10 minutes aussi, afin de répondre à chaque rapporteur spécial. Le rapporteur général sait que, comme le président, il peut intervenir à tout moment. Privilège. Après les réponses du ministre, nous continuerons avec les questions, en commençant bien sûr par celles des orateurs des groupes. Je précise que chaque question ne devra pas dépasser 2 minutes. Donc nous commençons avec les rapporteurs spéciaux. Donc, Monsieur Hervé Pellois et Madame Émilie Cariou, donc rapporteurs spéciaux pour les politiques de l'agriculture, la forêt, la pêche et l'aquaculture. La parole vous est donnée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Nous avons la responsabilité, Hervé Pellois et moi-même, de vous présenter nos principaux constats et analyses sur cette mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à l'exception du programme sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, dont traitera notre collègue Michel Lozana, mais aussi le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural. Une année 2018 d'exécution budgétaire plus transparente à saluer de façon générale. En effet, premier constat, en 2018, le gouvernement a consommé 2,76 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 3,44 milliards d'euros en crédit de paiement au titre de cette mission, ce qui mène à une exécution à hauteur de 100,4%. J'insiste car c'est la première fois depuis 2013 que la loi de finances initiale est globalement respectée sur l'agriculture sans ouverture de crédit en gestion, à l'exception de report de 2017. Un réel satisfecit que nous délivrons donc, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, avec quelques nuances qui doivent être formulées et suivies. Alors, au sein de cette commission, permettez-moi de passer rapidement sur le programme support, conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. Ce programme a mobilisé 646 millions d'euros en 2018, soit 98,5% de la programmation. J'en viens à l'autre programme, compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture. C'est le véritable pilier de l'action du ministère. Il comporte 62,5% des crédits de la mission et ce programme soutient ses principaux opérateurs, se voit imputer toutes ses dépenses fiscales. Il est marqué en 2018 par un effort de sincérisation. Je le redis ici, les dépenses de crise étaient chroniquement surexécutées. Souvenons-nous notamment du dépassement de 2644% en crédit de paiement en 2017. Le PLF 2018 a inscrit une provision pour aléas de 300 millions d'euros, un outil utile et source de transparence. Nous avions déjà salué cette fiabilisation et nous le refaisons aujourd'hui. Avec, cela étant, deux remarques. D'une part, cette provision a servi à couvrir pour partie des dépenses certaines, puisqu'il s'agissait notamment d'appurement communautaire, même si les montants n'étaient pas encore connus en fin d'année. D'autre part, la provision a été ramenée à 200 millions d'euros en 2019 et elle pourrait vraisemblablement ne pas être suffisante. Sur les aléas à venir, je vous exprime ici mes inquiétudes. Vous les connaissez en particulier sur l'impact de la peste porcine. Monsieur le ministre, nous en avons parlé dans ma circonscription de la Meuse. Donc la peste porcine africaine qui est aux portes du Grand Est. L'exercice 2018 a par ailleurs permis le début de la mise en œuvre du grand plan d'investissement, le GPI. Le ministère a été obligé de procéder à des redéploiements, dont un rapprochement avec le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Des solutions semblent trouvées, Monsieur le ministre, mais nous appelons à la vigilance de tout le gouvernement sur le suivi d'un projet aussi interministériel qu'est le GPI. Ce dernier doit bien profiter aux exploitants agricoles de tout le territoire. Je voudrais dire un mot des 8 opérateurs que soutient ce programme. Alors, ils ont touché 1,39 milliard d'euros en 2018, soit 7,1% de plus que prévu. Cette augmentation substantielle commande quelques explications. Au-delà du panorama général, il y aura beaucoup à dire, par exemple, sur l'ENF et la filière bois à redynamiser. Mais nous souhaitons une nouvelle fois évoquer le cas particulier de l'Agence de services des paiements, l'ASP.
En 2018, le ministère lui a versé près d'1 milliard d'euros. Principal enjeu, celui du retour à la normale du calendrier de versement des aides PAC, ou plutôt, comme on l'entend maintenant, la poursuite du retour à la normale. L'année de référence étant 2015. La situation est globalement rétablie s'agissant des aides directes et de l'indemnité compensatrice de handicap naturel, les ICHN, ce qui est essentiel. Pour les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC et les aides à l'agriculture biologique, cependant, elles font encore l'objet de rattrapage. Le ministère reconnaît que les dossiers n'ont pas encore été traités, enfin que ceux qui n'ont pas été traités sont les plus complexes et que l'ASP rencontre régulièrement des difficultés informatiques nouvelles. Nous entendons ces difficultés. Nous rappelons que cette fois, il faut en sortir pour de bon, vu le passif accumulé, et allouer les moyens nécessaires à l'ASP sur le long terme. Retrouver un budget clair et lisible pour le ministère, nous nous y sommes attachés et continuons à le faire. Il faut tout autant que les exploitants agricoles s'extraient enfin du marasme des retards de versement d'aide qui ne leur étaient en aucun cas imputables. Enfin, rappelons que la prochaine programmation de la PAC est nécessairement source d'incertitude. La visibilité sur le calendrier est là aussi faible, mais une chose est sûre, une longue période de transition se profile entre la fin de l'actuelle PAC et la future PAC. Tous les agents de l'ASP du ministère reçoivent le soutien de la représentation nationale, conscients bien évidemment des difficultés à affronter. Nous réaffirmons tout autant fermement que dans cette période intermédiaire s'ouvrant, les agriculteurs doivent être placés impérativement dans une situation de clarté, épaulés par un service public efficace. Mais, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je laisse maintenant la parole à Hervé Pellois. Merci, Émilie. Avant d'en venir à nos questions, Monsieur le Ministre, j'aimerais aborder 2 points, les dépenses fiscales et notre sujet du printemps de l'évaluation consacré aux agences de l'eau. La mission agriculture porte 36 niches, elles sont très disparates. Par exemple, la première compte pour 2 milliards d'euros et la suivante pour 10 fois moins. Le nombre de bénéficiaires varie de 13 à 40 800, mais n'est connu qu'une fois sur 2. Le montant de 5 niches n'est toujours pas chiffré et celui de 5 autres est simplement estimé à moins de 500 000 euros. Cela nous interroge, tout comme le rattachement au ministère de l'Agriculture de la dépense fiscale relative au taux réduit de taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TICPE, qui concerne le gazole. En effet, seuls 48% de ces bénéficiaires sont des agriculteurs, le reste relevant surtout du bâtiment ou des travaux publics. Aussi, nous avons demandé à vos services de nous remettre les objectifs prévus par le législateur lorsque les différentes niches fiscales ont été mises en place. Ces objectifs ont-ils été atteints? Ces niches favorisent-elles une agriculture durable? Profitent-elles à un nombre élevé de bénéficiaires? 11 niches pour la seule filière bois, cela nous interroge également. Enfin, j'en viens au sujet que nous avons retenu ce printemps, à savoir les interactions des agences de l'eau avec le secteur agricole. Les 6 agences de l'eau réparties sur notre territoire national sont sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et correspondent au bassin hydrographique. Elles prélèvent des redevances auprès des utilisateurs d'eau, notamment suivant la logique pollueur-payeur et leur versent des aides en retour afin d'améliorer la qualité des masses d'eau conformément au principe l'eau paye l'eau. 3 redevances sont prélevées sur le secteur agricole, la redevance pour pollution diffuse, la RPD, celle pour pollution des élevages et celle pour le prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Les aides prennent des formes variées, le soutien au bio, le financement de matériel pour supprimer ou réduire les pesticides dans le plan éco-phyto, la lutte contre les transferts de particules polluantes, la gestion des effluents d'élevage et la résorption des excédents de phosphore, des actions contre les fuites d'eau notamment. Ces derniers chiffres nationaux sont ceux de 2017, année au cours de laquelle les exploitants agricoles ont payé 137 millions d'euros de redevances et bénéficié en retour de 226 millions d'euros de subventions. Le secteur agricole touche donc davantage qu'il ne paie. En l'occurrence, c'est un taux de retour de 1,5. Nous présenterons certains chiffres pour l'année 2018 dans notre rapport, obtenu de la part de l'agence Loire-Bretagne, auprès de laquelle nous nous sommes rendus. Par ailleurs, les agences de l'eau ont une mission d'animation, de conseil et d'accompagnement des agriculteurs au moyen de diagnostics d'exploitation, de formation individuelle ou collective, d'intervention foncière. Nous nous félicitons de la montée en charge des agences de l'eau en faveur de la transition agroécologique,
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation de 50 millions d'euros du rendement de la RPD qui passerait de 140 à 190 millions d'euros. Cette hausse sera fléchée sur l'agriculture biologique de façon à faciliter l'atteinte de l'objectif de 15% de la surface agricole utile en bio en 2025. En revanche, nous notons aussi certaines difficultés. Premièrement, ce sont l'ASP et les agences régionales qui versent les aides des agences de l'eau aux agriculteurs dans le cadre de conventions régionales. Mais l'on connaît la situation de l'ASP. Pour faire face à ces retards, elle a pu demander des avances aux agences de l'eau. Plusieurs années après, il arrive que certaines agences ne sachent pas comment l'ASP a utilisé leurs avances et ne puissent pas procéder aux certifications nécessaires. Le défaut de présentation des justificatifs par l'ASP les empêche de traduire en dépenses budgétaires, ce qui au départ était un mouvement de trésorerie. Deuxièmement, alors que la gouvernance de terrain est intéressante, les données de l'Agence de l'eau ne sont pas assez consolidées au niveau central. Nos interlocuteurs du ministère du MTES ont dit ne pas avoir de grande visibilité, reconnu que le suivi des aides est défaillant et avoué ne pas avoir tous les éléments pour nous répondre à nos questions. Donc le ministère de l'Agriculture nous paraît pour sa part trop peu impliqué. Monsieur le ministre, nous souhaitons vous poser 4 questions. Le respect de l'autorisation budgétaire en 2018 semble surtout tenir à l'absence de dépenses importantes pour faire face à des crises. Sur quelles réformes travaillez-vous pour réaliser des économies structurelles et résoudre les problèmes que nous venons d'aborder? L'absence d'un tableau clair et complet sur les dépenses fiscales générées par les 36 niches nous inquiète. Quelles réflexions menez-vous sur les dépenses fiscales, à la fois dans l'objectif de l'équilibre des comptes de l'État et pour orienter nos politiques publiques? S'agissant des agences de l'eau et sans préjudice des prérogatives du ministère de la Transition écologique et solidaire, que pensez-vous du problème des avances de l'Agence de services et paiements sur les aides agricoles? Et enfin, vos services nous ont indiqué avoir des marges de simplification concernant la gestion de la redevance pour pollution diffuse par l'agence Artois-Picardie. Quelles sont-elles? Nous vous remercions. Merci, mesdames, messieurs les rapporteurs. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis, bien, je voulais déjà remercier mes collègues rapporteurs spéciaux d'avoir évoqué le sujet des niches fiscales et vous dire très clairement que lors du prochain PLF, je ferai ce que j'ai déjà commencé à faire lors du précédent avec la complicité à l'époque d'Amélie de Montchalin, c'est-à-dire de proposer des suppressions de l'intégralité de ce qui n'est soit pas à zéro, enfin, indiqué à zéro dans l'ensemble des États, ou de ce qui est considéré comme non chiffré. J'ai trouvé ça comme seule méthode pour faire en sorte que les chiens sortent de la niche entre la Commission et la séance sur le PLF. C'est malheureusement le seul moyen. Je vois qu'il y a une imitation de chien du côté de Charles Le Courson à l'instant, parce qu'il connaît bien ce sujet lui aussi. Voilà, donc je tenais à vous le dire parce que je crois que c'était un sujet qui est extrêmement important. On est quand même très frustrés. Le ministère de l'Agriculture n'est pas le seul concerné, bien évidemment, mais sur ce sujet. Si vous le permettez, quelques questions en complément de ce qui vient d'être dit sur le thème qui a été choisi en matière d'évaluation, c'est-à-dire la campagne financière d'agriculture par les agences de l'eau. Moi, je m'étonne quand même qu'au-delà des bassins hydrographiques, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est peu consulté, je trouve, et peu impliqué avec 0,5 ETP dans les politiques relatives à ce sujet. Donc, j'aimerais un petit peu avoir votre sentiment là-dessus. Et puis, pour poursuivre la réflexion qui est celle à l'instant de notre collègue Hervé Pellois sur la redevance pour pollution diffuse, est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'on aboutisse seulement à une augmentation des produits et du coup des produits phytosanitaires parce qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas changer de mode de production avec cette charge en plus et malgré l'abondement du fonds de structuration Avenir Bio, on n'aurait finalement pas une grosse diminution de l'utilisation d'intrants chimiques. J'ai, en dehors du thème qui est choisi par les rapporteurs, 2 questions. La première est relative à la forêt. En novembre 1918, le ministère de l'Agriculture a lancé un plan interministériel pour la forêt, le PIF, ça ne s'invente pas. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur le développement de ce plan ?
Et puis, étant donné que nos collègues de la Commission des affaires sociales ne pratiquent pas tout à fait comme nous, s'agissant du printemps de l'évaluation, je me permets un léger Anschluss sur, j'aime bien le côté germanique, sur les questions relatives au TODE. Alors, l'État compense les moindres recettes perçues par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi, donc le TODE, puisque c'est son vrai nom. Il y a 540 millions d'euros qui ont été consommés en 2018, alors qu'il n'y avait que 480 millions d'euros qui avaient été inscrits en LFI. Alors, quelle explication vous pouvez donner à ce dépassement? Parce que les vendanges étaient certes précoces et volumineuses, mais je ne pense pas que ce soit quand même la seule raison. C'est les vendanges du printemps. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose maintenant d'entendre Jean-Baptiste Moreau, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques pour l'agriculture et l'alimentation. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs spéciaux. Le secteur de l'agriculture biologique connaît actuellement une croissance à 2 chiffres. L'objectif annoncé par le gouvernement est d'atteindre 8% des surfaces agricoles utiles en agriculture biologique en 2020 contre 6% actuellement. La loi Egalim pousse cet objectif à atteindre 15% d'ici le 31 décembre 2022. Je souhaiterais rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, seulement 3% des surfaces en grande culture sont conduites en production biologique, avec toutefois un développement sans précédent de ce secteur depuis 2015. La hausse des surfaces était de 20% en 2016 et de 30% en 2015. J'insiste sur le fait que l'agriculture biologique est un secteur mature, relativement jeune et qui reste contrasté selon les filières. Ainsi, 34% des surfaces consacrées aux légumes secs sont conduites en production biologique, 17% en arboriculture, 18% en plantes aromatiques, 15% des ruches, mais c'est seulement le cas de 9% des cultures en viticulture et 8% dans les poules pondeuses. De même, le développement de l'agriculture biologique est très contrasté selon les régions. Il apparaît que les fortes croissances en surface et en nombre d'exploitations se concentrent dans les régions où l'agriculture biologique est la plus développée, soit Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de Loire. De plus, comme l'ont rapporté Madame la rapporteure Émilie Cariou, Monsieur le rapporteur Hervé Pellois, dans leur rapport, le secteur de l'agriculture biologique est victime d'incertitudes quant au soutien public qui lui est accordé. En effet, pour 2018, ont été annoncés le maintien du crédit d'impôt dont bénéficient les producteurs, mais aussi des aides au maintien de l'agriculture biologique versées par l'État. Donc mes questions sont les suivantes, elles sont un peu nombreuses. La hausse du crédit d'impôt pour les exploitations en agriculture biologique, le fait de passer de 2 500 € actuellement à 3 500 € avec la loi de finances pour 2018 et un plafonnement avec certaines aides au global à 4 000 €. Est-ce que ce dispositif vous semble en mesure de pérenniser ces conversions en agriculture biologique? Comment vont s'articuler les 3 dispositifs de soutien à l'agriculture biologique que font le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, ou PCAE, cofinancé par le FEADER, le fonds d'avenir bio géré par l'agence bio et le plan Ambition Bio? Comment ces dispositifs vont-ils s'articuler avec le volet agriculture du grand plan d'investissement? La décision prise en 2017 de transférer 4,2% du pilier 1 de la PAC vers le 2e pilier a pour objectif de financer les aides pour l'agriculture biologique. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous apporter plus de précisions sur le point, parce qu'il est nécessaire d'avoir un cofinancement des agences de l'eau et des régions pour 25% sur ces aides au maintien. À quel état sont vos discussions avec les régions pour explorer d'autres pistes de financement pour l'agriculture biologique, comme le redéploiement du FEADER vers le bio dans les maquettes régionales et le financement par les agences de l'eau? Et en complément de ma question précédente, je souhaiterais revenir sur un point qui a retenu l'attention des syndicats agricoles l'année dernière. Il s'agit de la hausse de la redevance pour pollution diffuse qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques. Celle-ci a été augmentée pour apporter environ 50 millions d'euros supplémentaires qui serviront à financer la conversion vers l'agriculture biologique pour atteindre l'objectif de 15%. Ce sont les agences de l'eau et l'agence française de biodiversité qui sont en charge de gérer ces financements. Comment l'action de ces 2 structures s'articule déjà en 2018 et comment va-t-elle s'articuler avec les dispositifs d'aide à la conversion en agriculture biologique énoncés précédemment, et quel est le niveau d'action le plus pertinent sur cette question? Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, merci d'abord pour cette invitation. Et j'aurais vraiment aimé, moi, lorsque j'étais sénateur, pouvoir faire la même chose, parce que c'est un exercice très intéressant, surtout pour les parlementaires d'ailleurs, mais aussi pour le gouvernement, parce que ça permet de regarder les choses, et je le dis très sincèrement. Alors je vais essayer de répondre au maximum de ce que j'ai noté, je ne sais pas si je répondrai à tout, nous allons pouvoir avoir l'échange. D'abord, vous remercier des commentaires, des analyses que vous avez fait, notamment Madame Cariou qui est intervenue la première. Vous dire que cet exercice nous a permis de regarder vraiment
nous en étions de l'exécution 2018 des crédits. C'est très intéressant. Je vais essayer de vous faire un résumé assez synthétique d'où nous en sommes. Vous l'avez dit, Madame Cariou, le budget du ministère a été exécuté en 2018 à hauteur de 5,34 milliards d'euros sur une LFI qui était à 5,36 milliards d'euros. Donc, je dis ça d'autant plus que je n'y suis absolument pour rien. Ce n'est pas moi qui ai préparé le budget et je n'ai été ministre que 3 mois dans cet exercice. Donc, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. Mais enfin, c'est quand même une réalité et ce budget avait été vraiment bien préparé. Vous avez évoqué les 300 millions d'aléas. C'est très important de s'y arrêter. Je crois que c'était une bonne chose de les avoir mis en 2018. Il se trouve que les aléas n'ont pas été aussi importants que cela, sauf que pour la LFI 2019, ils ont été prévus à 200 millions, alors que les aléas sont beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient l'année d'avant. Donc il faut faire des ajustements, mais ce n'est pas le sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Nous en parlerons peut-être au printemps l'année prochaine. En tout cas, vous l'avez dit par rapport à la mobilisation au titre du refus d'appurement communautaire, c'est 178 millions d'euros. Hein, vous n'avez pas donné le chiffre, et 75 millions d'euros pour abonder le Fonds national de gestion des risques agricoles. Donc ça a quand même servi à cela, et je crois que c'est pas inintéressant. Deuxièmement, grâce aux efforts qui ont été consentis pendant l'exercice, et là je prends ma part pour 3 mois et quelques, le ministère a contribué à l'objectif de baisse de la dépense publique. Nous avons réussi à baisser d'annuler 38 millions d'euros de crédits de paiement. Pas beaucoup, mais enfin, c'est 38 millions qui ont été annulés. Et le financement des restes à payer de la sécheresse de l'été 2018 nécessitera en 2019 un abondement de l'État évalué à 130 millions d'euros. Je joue la transparence la plus totale. Le montant des refus d'appurement communautaire devant être supporté par le budget national s'élèveront, selon nos estimations, aux alentours de 170 millions d'euros. Nous avons aussi le Brexit qui entre en ligne de compte, vous ne l'avez pas évoqué, mais enfin c'est quand même 112 agents supplémentaires, certes en CDD, mais 112 agents supplémentaires que nous avons dû recruter. Il va bien se passer quelque chose en octobre, en novembre, un moment ou un autre. Mais enfin, en tout cas, en ce qui concerne nous, les CIVEP sont en place. Nous avons mis en place nos équipes, nous avons mis en place nos bâtiments. Il a fallu aussi faire le financement. Vous avez évoqué la peste porcine africaine. C'est 5,2 millions d'euros pour l'instant qui ont été consacrés à cette crise qui, pour l'instant, a plutôt bien marché parce que la France est toujours indemne. Je parle juste de l'argent qui a été mobilisé en plus. Je ne parle pas du travail, évidemment, des fonctionnaires du ministère, mais c'est 5,2 millions d'argent cash qui a dû être utilisé. Et un sujet que vous n'avez pas évoqué, mais qui est un vrai problème, il y a d'ailleurs eu des questions d'actualité, c'est la tuberculose bovine. Qui nous pose des problèmes. Il y a de plus en plus de contrôles, donc on trouve de plus en plus de cas. Et aujourd'hui, nous avons un surcoût prévisionnel de 5 millions d'euros sur l'ensemble de ce qui avait été prévu. Donc voilà rapidement moi ce que je pouvais vous dire sur globalement le budget. Rajouter, je l'avais déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est que le budget de l'agriculture ne se limite pas aux crédits nationaux. Je veux toujours le dire parce que c'est très important avec les cofinancements et ce qui vient de l'Europe, c'est quand même plus de 9 milliards d'euros en plus, et ça compte quand même dans les aides directes au développement agricole. Et puis c'est les 1,9 milliards de dépenses fiscales qui sont aussi importantes. Alors pour continuer à répondre à vos questions, donc sur le grand emprunt, le grand plan d'investissement, sur le grand plan d'investissement, nous sommes encore au balbutiement. Je dois l'avouer. Il y a des projets qui ont été mis en place, qui sont en train d'être étudiés. Pour l'instant, les choses n'avancent pas aussi vite que je souhaiterais, que nous souhaiterions qu'elles avancent. Et pourtant, il y a vraiment la possibilité d'utiliser ces 5 milliards globalement du grand plan d'investissement à contribuer à faire des dépenses. Sur les opérateurs, je fais globalement le même constat que vous. Bon, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en souffrance.
et notamment deux, l'ONF et l'ASP. L'ASP, vous l'avez évoqué, vous l'avez tous évoqué, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une faillite de l'État. Mais en tout cas, c'est un vrai problème, même si vous avez bien utilisé les nouveaux termes, la poursuite de, etc. Franchement, le travail qui est fait aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, depuis plusieurs mois déjà, par l'ASP et son président, pour essayer de se sortir de ce marasme, est un excellent travail. Et moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'empêche qu'il est anormal que l'État fasse le constat de dépenses qui ne sont pas payées, d'aides qui ne sont pas parvenues, même si nous avons maintenant totalement, c'est pas un fait de gloire, mais enfin totalement soldé les aides de bio pour 2016, bon, 94% pour 2017, donc c'est déjà, on en est là. Il avait été dit que ça aurait pu aller plus vite. C'est pour ça que nous parlons de la poursuite du redressement et du rattrapage, parce que malheureusement, je suis au regret de constater que ça n'a pas aussi vite que mon prédécesseur s'était engagé, que ce que les services nous avaient dit. Chaque fois que je rencontre les organisations professionnelles agricoles, les gens concernés, je ne peux pas me contenter de dire, regardez, on vient de solder 2016. 2016, ça fait 3 ans, c'est pas normal que ce soit soldé. Hein, bon. Et je ne peux pas me contenter de dire, mais regardez 2017, on en est à 94%, parce que c'est bien par rapport d'où on vient, mais les 6% qui sont concernés, même si vous l'avez dit, Madame la rapporteure, ce sont les dossiers les plus compliqués, voire parfois même plus que compliqués, et qui arriveront peut-être pas au bout d'ailleurs, mais ces gens-là qui attendent des aides, je ne peux pas leur dire, regardez, youpi, on a fait 94%. Donc j'essaye d'être le plus transparent et le plus clair par rapport à ce que vous avez évoqué. Et sur l'ONF, bon, des mesures ont été prises, le directeur général a été changé, il y a un directeur général intérimaire qui a pris ses fonctions. Le rapport vient d'être des inspecteurs généraux vient d'être remis. Nous allons publier les choses dans les jours et les semaines qui viennent. Nous allons faire des arbitrages après avoir discuté avec les organisations syndicales. Il y aura une nouvelle direction qui sera mise en place et on espère bien arriver à partir sur une nouvelle base, parce que l'ONF est en souffrance et je veux réaffirmer devant vous ici que l'ONF est un magnifique opérateur public pour la forêt, qui a des agents qui sont hyper mobilisés, qui sont très compétents et que je veux absolument soutenir et continuer à développer. Et l'objectif que je mène, c'est que nous continuions à avoir un Office national des forêts publiques qui soit un EPIC et qui puisse exercer son office, excusez-moi cette répétition, le mieux possible. Les deuxièmes grands sujets, c'était sur la fiscalité et notamment, Monsieur Pellois, vous avez évoqué le TICPE et sur le gazole et notamment, vous étiez plusieurs à le dire, en tout cas vous l'avez évoqué, le fait que ce soit au ministère de l'Agriculture. Alors, ce sont les affres de l'administration. Il se trouve que, par exemple, le gazole pour les pêcheurs est au ministère des Transports, alors que les pêcheurs dépendent du ministère de l'Agriculture, et que le TICPE est globalement au budget du ministère de l'Agriculture, il n'y en a qu'à 50% pour le BTP. Ça n'a aucune espèce d'importance à mon sens, ça pourrait être différent. De toute façon, il faut bien que ce soit quelque part. Il se trouve que c'est dans ce ministère, je n'ai pas d'autre réponse à apporter à cela. Non, mais voilà, après les choses peuvent bouger dans le cadre de l'organisation des services de l'État, ça peut être une chose, mais pour répondre précisément à votre interrogation, je vous réponds précisément cela. Vous avez évoqué ensuite... alors oui, toute la partie agence de l'eau. Bon, il y a 0,5 équivalent temps plein. Je pense effectivement que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pourrait être associé différemment. Je fais de la diplomatie, associé différemment au travail des agences de l'eau, mais nous y travaillons avec mes collègues du MTES et nous allons essayer de regarder comment les choses peuvent avancer. Tout ce sur quoi nous avons travaillé, notamment l'irrigation, la nouvelle possibilité de mettre en place des retenues, qu'elles soient cofinancées, fait que le ministère de l'Agriculture va être plus présent dans le cadre des agences de l'eau, mais c'est une longue histoire que nous avons derrière nous et c'est une longue histoire que nous avons à écrire évidemment devant nous. Sur la RPD, j'essaie d'être le plus exhaustif possible. Donc la RPD a été
a été mise en place une augmentation a été mise en place l'année dernière. Donc il était question que le montant initial était de 140 euros et était possible que par rapport au taux qui a été mis en place, que les choses augmentent. Je veux repréciser évidemment que 100% du montant initial est remis pour l'agriculture biologique, ça c'est absolument clair, et que tout euro collecté supplémentaire au montant de base sera remis globalement pour la transition agroécologique et pas que sur le bio. La première partie, c'est 100% bio. La deuxième partie, j'ai souhaité et obtenu l'arbitrage que ce soit pour la transition agroécologique dans son ensemble. C'est une grande journée aujourd'hui pour le bio, puisque nous avons fait l'annonce avec l'agence bio de l'augmentation des surfaces. Ça me permet de répondre en partie à ce que disait Monsieur Moreau. Nous en sommes à plus de 7% de la SAU qui est en bio aujourd'hui. C'est une grande réussite du plan Ambition Bio. Le plan Ambition Bio, c'est 1,1 milliard. Où Monsieur Moreau a raison, c'est qu'à un moment, il faut regarder entre le plan Ambition Bio, les PCAE, etc., on peut avoir tendance à se mélanger un peu les pinceaux. Je crois que ce n'est pas le cas parce que chacun joue bien son rôle. En tout cas, je pense qu'il faut un pilotage encore plus net, plus clair et une volonté affichée que la transition agroécologique soit la ligne directrice de ce ministère de l'Agriculture française et que les conversions en bio soient de plus en plus fortes. Mais c'est une demande sociétale, on le voit aujourd'hui, et de plus en plus, nos concitoyens veulent avoir des produits bio. Je veux redire, en parlant du bio, que nous avons dans notre pays une alimentation qui est la plus saine et la plus durable que nous puissions avoir sur la planète, et que l'alimentation qui est issue de l'agriculture française, qu'elle soit bio ou pas bio, que la transformation soit industrielle ou pas industrielle, est une alimentation de grande qualité. Je veux quand même le dire parce que moi qui suis un fervent défenseur et promoteur du bio et de la transition agroécologique, je ne veux pas laisser dire, mais vous ne l'avez pas évoqué, que tout ce qui ne serait pas dans cette catégorie-là ne serait pas de la bonne qualité. Ce n'est pas vrai. Et en Europe et ailleurs dans le monde, beaucoup nous envient cela. Vous avez évoqué le transfert Monsieur Moreau, du premier pilier, oui. Attendez, j'ai pas mis ma fiche parce que oui, des 4,1% du P1 sur le P2. Moi, je souhaite que dans la négociation que nous menons aujourd'hui dans la PAC, nous n'allions pas plus loin. Nous n'allions pas plus loin parce que je pense qu'il y a des équilibres à respecter. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le premier pilier et les aides directes demeurent. Il en va de la résilience de nos exploitations. Le sujet sur lequel nous travaillons, c'est sur l'éco-scheme, et c'est de savoir la position de la France et de beaucoup de pays. C'est un éco-scheme obligatoire dans le premier pilier, aux alentours de 20%. Enfin, le mieux étant l'ennemi du bien, il vaut mieux assurer les choses plutôt que de vouloir aller beaucoup plus loin. Et je pense que nous devrons avancer dans cette direction. Vous avez, la RPD, je crois y avoir répondu. Sur les produits phytosanitaires, je suppose que M. Potier aura des questions à poser, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Sur les... Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Je n'en sais rien, mais sur le TODE. Sur le TODE, je m'étais exprimé quand j'avais été nommé l'année dernière au mois d'octobre. D'abord, le TODE, je souhaite qu'il soit pérennisé. Et je proposerai au budget qu'il le soit. Je pense que ce n'était pas une bonne chose de l'enlever parce qu'on a beaucoup d'entreprises de main-d'œuvre saisonnière dans les Hautes-Alpes comme ailleurs. Bon, comme dans la Drôme, mais il y en a encore plus dans les Hautes-Alpes et dans le Vaucluse que dans la Drôme. Mais c'est vrai que toute cette partie, oui, mais bien sûr, mais toute la partie où il y a beaucoup de maraîchage, d'arboriculture, etc., c'est là où c'est le plus prégnant. Évidemment, il y a toute la partie viticole. Hein, donc, pérennisation de ce... Enfin, c'est pas ce que vous voterez, mesdames et messieurs les députés, mais pérennisation du TODE. Mais la réalité, vous dites que les vendanges fortes, c'est quand même la réalité. Ah oui, c'est la réalité. Et aujourd'hui, nous avons été, j'allais dire, débordés par notre succès. Alors, on verra à la fin de l'analyse fine peut-être que les choses pourront se passer, mais la grande explication sincère, c'est celle que vous avez évoquée de l'augmentation du TODE. C'est que cette année, on a quand même eu la chance, et c'est une chance pour notre pays, hein, d'avoir des vendanges qui se sont très très bien passées et pour lesquelles il a fallu utiliser beaucoup de
beaucoup de main-d'œuvre. Je ne peux pas répondre sur votre plan interministériel de la forêt sur le PIF. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me parler du PIF. Je vous propose peut-être de vous faire passer une fiche après, parce que je ne sais pas répondre. Peut-être d'autres savent, mais parce que vous avez dit tout à l'heure de 1916, mais ce n'était pas 1916. Hein. C'était celui de 2018. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, pour l'instant, je n'aurais pas répondu? À peu près. Vous avez parlé des niches, mais vous n'avez pas, vous avez pas dit. On est d'accord pour supprimer les niches fiscales, sauf la sienne, sauf celle d'un groupe dans lequel un membre du groupe ne voudrait pas, parce qu'il aurait un bon argument pour le dire. J'ai connu ça pendant des années. Et au bout du compte, je pense qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas supprimer les niches fiscales. Bon, c'est sûrement pas une bonne chose. Peut-être. Je pense qu'il y a des niches fiscales dont on ne sait plus pourquoi elles ont été mises en place et à quoi elles répondent. Et c'est plutôt à cela qu'il faudrait, regarder. Mais il n'empêche que nous, et de toute façon, nous allons devoir établir un budget pour l'année 2020. Ce budget pour l'année 2020, pour le ministère de l'Agriculture, comme pour d'autres, compte tenu des engagements du président de la République, notamment de la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes, vont nous demander à chercher des économies. Et nous sommes en train de travailler dans tous les domaines, dans le domaine des niches fiscales comme dans le domaine de notre budget, pour essayer de présenter un budget qui soit dans l'épure de ce qui nous sera présenté au mois de juillet, proposé au mois de juillet par le Premier ministre. Comment? Mais elles seront chiffrées. Elles seront chiffrées. Mais je veux le redire ici, parce que, et sans vraiment... lorsqu'on s'attaque aux niches fiscales, on s'attaque à la fois à tout le monde et à personne. Mais on s'attaque à tout le monde. Voilà. Donc après... Merci, Monsieur le Ministre. Je ferai juste 3 commentaires avant de passer la parole à Michel Lozana. Déjà, merci pour votre transparence par rapport à l'ASP. Je crois que c'est important. Et nous comptons vraiment sur vous pour que, effectivement, la poursuite de ce retour à la normale soit effective. Parce que quand on est sur le terrain, quand on est avec nos agriculteurs, c'est vraiment quelque chose qui marque et qui devient pratiquement intolérable. Donc, vous avez été transparent, nous avons entendu, mais vraiment, nous comptons sur vous pour faire en sorte qu'on puisse enfin un jour dire qu'on est à jour de nos paiements par rapport aux agriculteurs. Mais rapidement, j'espère. Le deuxième point, par rapport au TODE, j'ai entendu ce que vous avez dit. Personnellement, je suis ravie si effectivement vous faites la proposition, dans le cadre du budget en fin d'année, de le pérenniser. Je crois qu'il faut sortir de cette histoire par le haut. Et la pérennisation sera certainement bienvenue. Après, nous verrons ensemble, bien sûr, les modalités. Et le dernier point, c'est par rapport aux niches fiscales, parce qu'effectivement, en tant que membre de la Commission des finances, chaque rapporteur ici, dans sa mission, met un point d'honneur à regarder quelles sont les niches fiscales que nous pouvons réduire. C'est un objectif de la Commission des finances. Et donc, nous vous remercions aussi de pouvoir faire ce travail au niveau de votre ministère. Je vais donc passer maintenant la parole à Michel Lozana, rapporteur spécial de la Commission des finances pour la sécurité alimentaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le programme 206 s'occupe de la sécurité et de la qualité sanitaire de l'alimentation et a pour objet de garantir la qualité et l'état de salubrité des végétaux, des animaux et des aliments destinés à la consommation humaine. L'exécution de ce programme est confiée à la Direction générale de l'alimentation ainsi qu'à l'opérateur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dit l'ANSES, qui d'ailleurs en 2018 s'est vu confier de nouvelles expertises. La politique de la sécurité alimentaire en France relève notamment d'un protocole de coopération entre la Direction générale de l'alimentation, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui relève du ministère des Finances, et de la Direction générale de la santé, qui agit pour le compte du ministère de la Santé. Le contexte budgétaire du programme 206 est particulier car les crédits de ce dernier sont largement dédiés à l'intervention publique lors des crises sanitaires. Et nous partageons cela avec le précédent rapport.
Ces dernières années, notamment en 2016-2017, les dépenses ont fortement varié à la hausse à cause de plusieurs crises majeures, comme celle du virus influenza aviaire, hautement contagieux, qui a provoqué donc une hausse des dépenses pour indemnisation des éleveurs à la suite de l'abattage des animaux atteints. D'autre part, la crise des laits infantiles produits par l'entreprise Lactalis a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle a conclu à la nécessité d'un réaménagement des responsabilités administratives concernant la sécurité alimentaire au profit d'un opérateur principal. Depuis, des dispositifs ont été mis en place pour couvrir les dépenses supplémentaires en anticipant les conséquences de ces crises alimentaires. Alors, le programme 206 voit ses crédits portés à 554,1 millions d'euros en AE et 552,4 millions d'euros en CP, crédit de paiement, en augmentation donc de 9% par rapport à la LFI 2017. Nous avions d'ailleurs déjà signalé l'an passé l'effort de sincérisation important de ce budget qui antérieurement était systématiquement sous-doté. Cette hausse de crédit se porte en particulier sur les actions de prévention et de gestion des risques liés à la production végétale ou d'arrêt alimentaire aux maladies animales. Cette fois, et contrairement aux précédents exercices, l'exécution de la mission est proche des montants figurant en LFI, qu'elle ne dépasse que de façon limitée. La Cour des comptes, d'ailleurs, souligne un retour à la normale du budget sécurité alimentaire. Le programme 206 voit donc son exécution diminuer fortement par rapport à 2017 en raison de la diminution des crises animales, diminution de 105,8 millions d'euros, soit de 28% en moins donc de dépenses. Des dépenses supplémentaires sont induites par les épidémies passées qui ont été couvertes en exécution 2018. La mission a bénéficié de 99,6 millions d'euros en crédit de paiement de report, de crédits généraux destinés à couvrir la gestion des épidémies survenues en 2016 et 2017, principalement l'épidémie d'influenza H5N8, 29 millions d'euros. De plus, le programme 206 a bénéficié en 2018 de fonds de concours tardifs à hauteur de 13,6 millions d'euros correspondant au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de l'épidémie d'influenza aviaire. En 2018, l'action 2, lutte contre les maladies animales et protection des animaux, a surconsommé ses crédits de 13 millions d'euros en raison de la recrudescence de la tuberculose ovine, on en a un petit peu parlé, de la gestion des maladies donc liées au virus influenza ou la fièvre catarrhale ovine. Les dépenses d'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus se sont élevées à 18 millions d'euros. Malgré les bons résultats liés à la baisse relative de la crise sanitaire et au recouvrement des dépenses de gestion d'épidémie des années précédentes, des sous-exécutions existent. Par exemple, les difficultés récurrentes à recruter des effectifs de vétérinaires à hauteur des besoins sur certaines missions, comme pour le contrôle sanitaire en abattoir. Donc c'est une source d'interrogation. Les associations de défense du bien-être animal y sont bien sûr attentives. De même, en 2018, le budget de lutte contre la pyrale du buis n'a atteint que 100 millions d'euros de crédit, alors que ce dernier est une menace extrêmement forte pour le buis en France, si bien que l'INRA tire la sonnette d'alarme en attirant l'attention sur le temps nécessaire pour mettre en application les solutions de biocontrôle. Déjà, l'entreprise M2I a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de son produit de confusion sexuelle pour lutter contre la pyrale du buis. Cet exemple me conduit donc au sujet de mon thème d'évaluation, la montée progressive du biocontrôle. Les techniques émergentes du biocontrôle offrent de belles perspectives, mais de nombreux freins existent. Il est tout d'abord difficile de remplacer les produits phytosanitaires. Ceux-ci sont en effet très efficaces et bon marché. Malgré la forte demande des citoyens français et les efforts du gouvernement pour faire émerger une agriculture différente, il est compliqué pour les agriculteurs de changer rapidement leur modèle agricole. De ce fait, les différents plans éco-phyto se sont soldés par un échec. Les raisons de ce développement trop lent s'expliquent également par les fins institutionnels et législatifs au niveau national et européen. Par exemple, il n'y a pas encore de définition partagée du biocontrôle au niveau européen. La législation à laquelle nos entreprises sont soumises ne leur permet pas de développer et propager les techniques de biocontrôle.
Ainsi, l'entreprise M2I a affirmé en audition qu'aux États-Unis, il suffisait de 150 000 $ pour placer un produit de biocontrôle sur le marché, alors qu'il en faudrait à peu près 3 millions d'euros en Europe en raison des contrôles successifs et des autorisations sanitaires nécessaires. Enfin, le biocontrôle ne répond pas forcément aux attentes à court terme des agriculteurs et il est dès lors difficile d'attendre qu'ils abandonnent leurs techniques actuelles en sacrifiant une part de leur rendement. Le biocontrôle n'offre pas toujours un produit de substitution ad hoc. Il suit surtout une logique de long terme qui peut être contraire aux logiques du marché et des besoins actuels des agriculteurs. Donc, pour réussir, une volonté politique doit accompagner les agriculteurs, les doter des outils nécessaires pour embrayer la transition et répondre pleinement aux demandes de nos concitoyens inquiets des questions sanitaires et alimentaires. Le budget de programme de sécurité sanitaire est revenu à l'orthodoxie budgétaire, mais il faut appuyer son orientation pour satisfaire nos objectifs. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions. La programmation à LFI 2018 est plus en phase avec son exécution que les années précédentes. Mais ce n'est pas le fait d'économie du programme 206. Peut-on prévoir donc des économies sur ce budget qui est surtout une gestion de crise? Quelles sont les pistes? Deuxièmement, quelles sont les pistes concrètes dont dispose le gouvernement pour encourager le biocontrôle? Lors des auditions et les différents rapports portant sur le biocontrôle, la lourdeur de la réglementation relative à la mise sur le marché de nouveaux produits a été critiquée. Le gouvernement va-t-il encourager le processus de diffusion du biocontrôle et par quels moyens? La crise de Lactalis a mis en évidence l'intérêt d'un opérateur étatique principal, chef de file en quelque sorte pour contrôler la chaîne complexe de la sécurité alimentaire. Où en sont les réflexions de ce ministère à ce sujet? J'avais déjà posé la question l'an dernier. Le plan Ecophyto a été aménagé plusieurs fois pour que ces objectifs soient remplis. Comment faire pour améliorer les résultats de ce plan Ecophyto? Et enfin, les associations et certains rapports déplorent le manque de personnel dans les abattoirs, notamment vétérinaires, j'en ai parlé, qui doivent être présents en vertu de la réglementation européenne. L'année 2018 voit une sous-exécution du budget dans ce domaine. Comment faire pour augmenter le nombre de vétérinaires dans les abattoirs? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre? Bien, merci. Dis donc, il y a beaucoup de questions. Hein, donc, non, mais c'est très important. D'abord, ce que je dois dire, c'est que en matière sanitaire, il y a toujours une part d'aléa. Et qu'on peut mettre un montant au budget, une somme au budget, mais alors pour le coup, on peut ne pas l'utiliser ou alors en avoir besoin de beaucoup plus en fonction de ce qui est passé. C'était le cas de l'influenza aviaire et de la FCO, mais l'influenza aviaire, pendant deux saisons, faire un vide sanitaire dans le sud-ouest, c'était pas forcément prévu et ça a coûté très cher aux éleveurs, aux accouveurs évidemment, mais à l'État. Mais je voulais d'abord le dire. Et puis on a eu aussi la peste porcine africaine, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était pas prévu. Il a fallu trouver 5 millions, un peu plus de 5 millions pour là-dessus. Et le travail que nous avons fait, les mesures de biosécurité pour tous les élevages de France, mais pour tous les élevages de votre région, Madame Cariou, c'est des choses qu'il a fallu... et je crois qu'il y a un dicton français, hein, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là-dessus, bon, on est obligé de mettre un montant, on verra bien. De toute façon, on ajuste. L'État a toujours été présent lorsqu'il a fallu régler le problème des crises sanitaires, et ça, il n'y a pas de problème. Une situation très ardue, très compliquée. Les abattoirs et les vétérinaires. Bon. D'abord, je veux réaffirmer ici, ce n'est pas l'objet de l'audition, mais il y en a marre des intrusions dans les abattoirs, il y en a marre de ces films, il y en a marre des intrusions dans les élevages, etc. On a déjà l'occasion de le dire. Mais enfin, ça va, quoi, à un moment. C'est compliqué, un élevage. C'est compliqué, un abattoir, pardon. Et dans un abattoir, ben, on met à mort des bêtes, et voilà. C'est la raison pour laquelle aussi la difficulté, c'est de trouver des gens pour y travailler. Des salariés, c'est très compliqué. Et des vétérinaires, ça l'est aussi. Et donc, nous sommes en difficulté, et je l'avoue, nous réfléchissons beaucoup. Je me suis engagé, abattoir par abattoir, département par département, à augmenter la présence du nombre de vétérinaires dans des abattoirs. Parce que je pense que c'est important, pas dans tous, mais dans certains que nous identifions, la mission abattoir va rendre son rapport, on va bientôt être au point, c'est important. Mais nous avons beaucoup de mal à trouver des agents supplémentaires. Même si aujourd'hui, les chiffres, c'est dans chaque abattoir, il y a près de 2000 agents
2000 agents qui sont mobilisés et l'ensemble du plafond d'emploi du programme 206 a été consommé en 2018 parce qu'on est en commission des finances. Hein. Il y a le plafond d'emploi 2018, il est consommé. Mais je pense qu'il faudrait en trouver plus. Et le travail qui est fait par ces agents, par ces vétérinaires, est absolument indispensable. Et là-dessus, moi, je ne transigerai pas. Autant je trouve inacceptable les intrusions, les attaques, et notamment dans l'Ain, le fait qu'un abattoir ait été incendié. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est une condamnation totale, ferme de l'ensemble du gouvernement. Mais autant je ne transige pas sur le bien-être animal, la maltraitance, la lutte contre la maltraitance et le travail qui doit être fait dans les abattoirs et ce contrôle. Et je vais y mettre les moyens, le plus possible de moyens. En même temps, beaucoup d'associations critiquent le fait qu'il y a un manque d'effectifs. Il n'y a pas un seul abattoir en France. Il n'y a pas un seul abattoir en France où il n'y a pas de vétérinaire pour contrôler. Enfin, ils ne sont pas là du début à la fin de la chaîne, du matin au soir, mais les contrôles sont quand même faits, je veux aussi le dire, en défense, ou plutôt en promotion du travail qui est fait par nos services, et c'est quelque chose de très important. Mais malgré le respect des règles de la protection animale, lors de la mise à mort et lors de l'arrivée de ces animaux, bon, il y a quand même des actes qui sont des actes qui sont quand même violents, parce que mettre à mort un animal, qu'on le veuille ou non, c'est un acte qui doit être fait, et c'est pour ça qu'il doit être aussi contrôlé. J'ai rencontré l'ensemble des associations welfaristes déjà, et nous allons continuer à travailler. Moi, je souhaite vraiment renforcer les relations que nous avons avec les ONG, et notamment celles qui travaillent de façon positive, pas qui font des actes. Le 24 mai dernier, avec Guillaume Garot, le président du Comité national de l'alimentation, nous avons pérennisé, j'ai demandé de pérenniser le Comité national d'éthique des abattoirs. C'est quelque chose de très important. Donc il est pérennisé et tout le monde est partie prenante. Et c'est sur la base de tout cela, je l'ai déjà dit, donc je peux vous le répéter là, que le gouvernement, et je prendrai des actions très fortes à la rentrée de septembre dans le cadre du bien-être animal, parce que je pense qu'il y a des mesures qui sont importantes, qui doivent être prises. Mais c'est un sujet, sachez, monsieur le rapporteur Lozana, que sujet qui est très inquiétant, au sens où on a du mal à trouver assez de vétérinaires. Sur toute la partie biocontrôle que vous avez évoquée, je crois que ce sujet-là, il est très important, et la volonté du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est vraiment de développer le biocontrôle. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations, les instituts, l'INRA fait du travail. Les solutions de biocontrôle représentent aujourd'hui environ 5% du marché de la protection des plantes. Ce n'est pas assez, mais enfin, c'est une avancée. Mais où vous avez raison, et vous avez noté la complexité et parfois les choses. Et là-dessus, nous prenons un certain nombre de mesures. Vous avez dit, je l'ai noté, la lourdeur. Et vous avez raison de parler de la lourdeur. C'est pour ça qu'une stratégie nationale de biocontrôle va être soumise au débat public à l'été. Parce que nous devons aller beaucoup plus loin. Et notamment en mobilisant plusieurs leviers. Un, des délais réduits d'évaluation d'octroi des AMM par l'ANSES. C'est beaucoup trop long aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 12 mois. Il faut réduire de moitié. On peut pas attendre aussi longtemps. Si on veut donner les moyens, il faut que ça avance. La taxe réduite pour les fabricants. 25 000 € au lieu de 50 000 €. On divise par deux. Je crois que c'est quelque chose de très important. L'allègement de la réglementation. Aujourd'hui, on demande beaucoup de choses. C'est normal qu'il y ait des contrôles. C'est normal que les AMM soient structurés et soient contrôlés. Mais enfin, si on veut qu'il y ait plus de biocontrôle, il faut aussi donner la possibilité aux entreprises qui font de la recherche de pouvoir y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a parfois le sentiment, je dis parfois le sentiment, que c'est très, très compliqué pour avancer dans cette direction. Et c'est pour ça que moi, je souhaite une définition, un cadre réglementaire clair et allégé au niveau européen.
il faut que nous abordions, nous décidions au niveau européen un cadre réglementaire clair pour tout le monde et allégé. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Vous avez évoqué la sécurité sanitaire et Lactalis. Bon, vous avez en fait tout dit, c'est une question, une réponse. La mission interministérielle vient d'être lancée. Il faut évidemment un contrôle unique. C'est ce que nous faisons et on va faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Vous avez évoqué l'échec du plan Ecophyto, des plans Ecophyto. Comment ? Ecophyto 1, Ecophyto 2, Ecophyto 2+, mais peu importe. C'est à la fois un échec et ce n'est pas un échec. C'est un échec si on considère que ces 3 dernières années, il a été acheté plus de produits phytopharmaceutiques que les 3 années d'avant, même si c'est... Bon, c'est pas un échec dans la mesure où, aujourd'hui, il y a la volonté vraiment de bouger. La transition agroécologique, elle est prise par l'ensemble du monde agricole, par toutes les filières, sans aucune exception, qui a la volonté de sortir. On parle beaucoup du glyphosate, mais le glyphosate, c'est la face émergée de l'iceberg. Ce qui compte, c'est de sortir de la dépendance à tous les produits phytosanitaires. Et là-dessus, je crois que l'ensemble des filières avance. Nous avons mis en place le comité d'orientation et de suivi du plan Ecophyto, qui est coordonné par le délégué interministériel, le préfet Biche, et dans lequel il y a les 4 ministères qui sont présents, et nous essayons de regarder les choses le plus possible. Il y a à la fois une volonté politique, une volonté associative, la société, des concitoyens et des consommateurs, une volonté du monde agricole, mais je constate aussi que les choses ne vont pas aussi vite que voudraient les citoyens. En même temps, je veux redire devant vous ici, ça c'est pas du tout financier, c'est qu'il n'y a pas une autre filière économique que l'agriculture qui a autant muté ces dernières années, qui s'est autant remise à question, qui a autant avancé et à qui on a demandé autant de choses différentes. Hein. Parce qu'au siècle dernier, c'était on produit, on fait du quantitatif, on s'endette, on achète des plus grandes machines, on met des produits et on avance. Et c'était normal, il fallait nourrir la France et nourrir l'Europe. Et il n'y a rien à dire. Et moi, je ne montrerai jamais du doigt les agriculteurs sur ce sujet. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Et je le dis à nouveau, l'alimentation française, qu'elle soit bio, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit raisonnée, qu'elle soit tout ce que l'on veut, est une alimentation de qualité. Mais maintenant, il faut passer du quantitatif au qualitatif. Et que passer au qualitatif, ça demande de l'investissement, ça demande des moyens de faire autrement, ça demande de la formation. C'est pour ça que dans tous nos établissements agricoles, dans nos 800 établissements agricoles, on change la base de nos formations pour arriver à faire différemment. Mais voilà, il n'y a pas une autre filière économique qui a autant muté, à qui on a demandé autant. Alors, de grâce, arrêtons la théorie du bouc émissaire, arrêtons de montrer du doigt, arrêtons de traiter d'empoisonneurs, de pollueurs, de je ne sais trop quoi. Le paysan, il vit dans les champs, il vit dans l'air qu'on respire, il n'a pas envie de polluer, il n'a pas envie de s'intoxiquer. Il y a eu un certain nombre de difficultés que personne ne nie, mais nous sommes dans la transition agroécologique et dans les mutations qui sont en train de se faire, et je voulais l'évoquer. Je crois que j'ai répondu à vos interrogations, Monsieur Zana. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Je dirais simplement que vous avez raison de rappeler l'histoire, que beaucoup de nos citoyens oublient et condamnent immédiatement. Quand on veut changer les comportements, la loi ne règle pas tout. Quand on veut changer les comportements, il faut de l'accompagnement, et je crois que c'est ce que nous essayons tous de faire pour effectivement faire cette transition, parce que la discuter, ce n'est pas l'objet, nous sommes tous convaincus, mais par l'accompagnement et pas par la contrainte ou l'interdiction. Je vous propose maintenant de donner la parole donc aux orateurs des groupes et aux députés donc, qui souhaiteraient interroger le ministre pour 2 minutes chacun. Donc j'ai une liste déjà préétablie, mais après vous pourrez vous rajouter si vous voulez. Donc par rapport aux orateurs des groupes, oui, j'allais proposer pour La République En Marche, mais si vous ne voulez pas, si, c'est bon. Donc République En Marche, Madame Barbara Bessot-Ballot. Vous avez la parole. Sauf si vous ne la voulez pas.
c'est pas que je ne la veux pas. Oui, quand on me donne la parole, je veux toujours bien la prendre. C'est que la question qui a été préparée, on vient de largement aborder tous les points. Donc je peux vous faire répéter effectivement ce que vous venez de dire, mais il me semble pas que ce soit intéressant pour l'Assemblée. Voilà. Merci. Très bien, je vous remercie. Donc, comme Monsieur la Baronne avait proposé de poser une question, je vais lui passer la parole en tant que représentant de la République En Marche. Non, mais j'ai bien compris, Madame Barbara, il n'y a pas de souci. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour votre plaidoyer pro domo en faveur de l'agriculture française. Effectivement, ça fait du bien d'entendre ces propos. Moi, je voudrais vous interroger sur l'enseignement agricole. Les établissements techniques agricoles privés ou publics sont un atout pour nos territoires. Je ne développerai pas ici les raisons pour lesquelles ce sont des atouts. Mais certains établissements ont des difficultés budgétaires du fait d'une baisse de leur effectif, notamment dans les maisons familiales rurales. Cette baisse des effectifs entraîne une baisse de leurs subventions. Et ces difficultés peuvent être aggravées quand il y a un retard dans le versement des subventions. Et j'ai le cas très précis d'une MFR dans ma circonscription qui est en difficulté du fait de ces retards de versement de subventions. Donc mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'il existe des mécanismes de soutien des établissements en difficulté financière de la part de votre ministère? Deuxième question, avez-vous pu récupérer le retard dans le versement des subventions, notamment à destination des MFR? Et d'une façon plus générale, quelle est selon vous la place qu'occupe l'enseignement agricole dans le secteur public de l'éducation, et que pouvez-vous répondre à des enseignants des établissements agricoles qui peuvent exprimer des craintes quant à la pérennité de leur activité en milieu rural? Merci. Merci, Monsieur le député. Si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, on prend toutes les questions et ensuite vous répondez en global, parce que peut-être il y aura des recoupements. Donc pour les Républicains, Véronique Louwagie. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour déjà ces propos. Deux points que je voudrais ici aborder. Le retard des paiements des aides agricoles, puisque depuis 2016 nous avons d'importants retards qui se sont accumulés particulièrement sur tout ce qui est aide bio. Il existe toujours des retards, donc qu'en est-il ? Et qu'en est-il également des contentieux qui ont été engagés, puisque certains agriculteurs ont assigné en justice l'État pour obtenir réparation, pour obtenir une indemnisation suite au préjudice subi par la défaillance de l'État. Et comment mesurez-vous aujourd'hui, quel est l'indicateur qui vous permet de mesurer les performances de l'organisme de paiement? Une deuxième question ensuite sur les projets de méthanisation qui se développent dans l'agriculture, avec un grand nombre de projets, une diversification importante des activités de nos agriculteurs avec ces installations dans le cadre du changement climatique et avec des dispositifs qui permettent de valoriser des produits agricoles et de collecte. Est-ce que vous avez un état des lieux aujourd'hui des projets réalisés, un état des lieux des projets en cours, et quels sont les moyens de contrôle qui sont opérés au regard de la manière dont fonctionnent ces unités de méthanisation? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe UDI Agir et Indépendant, Monsieur Antoine Herth. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je veux spécifiquement vous interroger sur la filière sucre. Non pas pour évoquer la situation de quelques sucreries qui vont malheureusement être fermées, mais pour avoir votre analyse, pour que vous puissiez éclairer l'Assemblée nationale sur votre vision de ce secteur. Je fais référence à un rapport de 2015, donc qui n'était pas sous votre ministère, mais sous l'un de vos prédécesseurs, qui a été rendu concernant les perspectives de ce secteur. Et à l'époque, il était écrit dans ce rapport, la filière française est très bien armée pour tirer profit des changements de paradigme économiques et commerciaux à venir. En réalité, on se rend bien compte aujourd'hui que la situation a fondamentalement changé, avec l'émergence de l'Inde et de la Thaïlande comme des acteurs majeurs, le Brésil restant un des, évidemment, acteurs traditionnels de ce secteur. Donc, mes questions sont les suivantes. Quelle est votre analyse de la situation du secteur sucrier, à la fois au niveau mondial et au niveau européen? Que pensez-vous du plan de compétitivité qui est proposé par les acteurs de la filière betteravière? Pensez-vous alerter
alerté la Commission européenne pour qu'elle réfléchisse à un plan de sauvegarde du secteur sucrier face à la crise actuelle. Et l'attitude actuelle du Brésil, qui transforme beaucoup de sucre en éthanol, montre qu'il y a une belle complémentarité entre les deux secteurs. Avez-vous des choses peut-être à rajouter concernant le débouché éthanol en France? Merci. Alors, je voudrais juste faire un rappel. Nous sommes, je vous le rappelle, dans le printemps de l'évaluation. Donc, nous sommes là pour faire une évaluation des politiques publiques. Et je ne voudrais pas qu'on ait des questions qui ouvrent des débats qui ne sont pas le lieu de ce que nous faisons ce soir. Voilà, juste un rappel. Après, je laisserai monsieur le ministre répondre ou pas. Mais je voulais quand même faire un rappel par rapport au cadre donné. Avant de donner la parole au groupe des socialistes et apparentés, monsieur Dominique Potier. Je suis terrifié à l'idée d'être dans le cadre ou non, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, non mais je veux dire, on n'évalue pas que les finances, on est sur une évaluation d'une politique dans son ensemble, c'est comme ça qu'on l'avait compris. Bien, j'espère ça. J'aurais aimé évoquer avec vous les questions du piètre résultat de la loi Egalim sur les négociations commerciales, celle de l'alerte des communes qui seraient abandonnées, potentiellement accompagnées par l'ONF, celle qui menace le secteur de la viande par les négociations du Mercosur, les inquiétudes qui naissent sur nos territoires par rapport à une méthanisation trop mal encadrée. J'aurai des questions à vous poser prochainement là-dessus, sur le besoin urgent à la veille de l'année où nous allons aborder une loi foncière, de prendre des mesures d'urgence pour arrêter l'inflation de dérive que signale l'Observatoire des fonciers réuni par la SAFER dès la semaine passée. J'aimerais rétablir une vérité dans le temps qui me reste, c'est celle qu'il n'y a pas eu deux plans Écophyto. Il y a eu un plan Écophyto 1 qui a été révisé et le plan Écophyto 2 n'a jamais été mis en œuvre. Le plan Écophyto Plus, c'était juste un rajout assez cosmétique de ce qu'était le plan Écophyto 2 qui a été enlisé pendant 3 ans. Le gouvernement au pouvoir en a une responsabilité et celui qui a suivi également. Je voudrais rétablir cette vérité pour d'abord saluer votre ligne, Monsieur le Ministre, sur le glyphosate. Vous nous affranchissez de l'hystérie générale en proposant une démarche globale de moindre dépendance à la phytopharmacie, de désarmement des solutions chimiques vers d'autres solutions, et cette position est salutaire. Salutaire également votre enthousiasme pour la haute valeur environnementale. Nous sommes fiers d'avoir porté cet amendement dans la loi Egalim. Elle est à côté de la bio, qui ne pourra pas porter l'ensemble des transformations agroécologiques, quelque chose de très précieux. Mais je voudrais surtout vous interpeller de façon vive sur le plan, sur une mesure, la seule contraignante du plan Écophyto 2, que vous avez supprimée par ordonnance. J'avoue, après 3 pages d'écriture, de multiples relances, ne pas avoir eu de réponse, avoir eu la chance d'entrer dans une discussion avec vous sur cette ordonnance. Et j'ai dû, avec le soutien du groupe socialiste, faire un recours au Conseil d'État pour dénoncer ce que nous considérons comme un excès de pouvoir. Nous savons notre controverse politique sur ce sujet. Vous avez vous-même à subir l'exercice d'une promesse présidentielle qui sera certainement peu efficiente en la matière, mais j'aurais aimé au moins que les droits du Parlement en la matière soient respectés. C'est le sens de la démarche et vous me permettez l'occasion de le dire dans cette semaine d'évaluation. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, monsieur Jean-Paul Dufresne. Oui, monsieur le ministre, chers collègues, les ministres de l'Agriculture successifs ont beau clamer que leur objectif est de libérer la capacité d'entreprendre des agriculteurs, protéger les consommateurs et retrouver de la cohérence et de l'éthique dans les relations commerciales entre les fournisseurs de matières premières que sont les paysans, les transformateurs de l'industrie agroalimentaire et les distributeurs, la réalité tout autre. Et nous en avons l'illustration avec la loi Egalim qui promettait d'inverser la construction des prix en partant des coûts de production. Nous avions alerté sur le fait que ce texte risquait d'accroître le déséquilibre du rapport de force commerciale au détriment des agriculteurs. Le fait est qu'on observe que les premiers effets de cette loi se soldent par une déflation des prix de 1,5 à 4% par rapport à 2018, des contournements de la loi, des pressions et menaces de sortie des produits. D'après l'Observatoire des négociations commerciales, 96% des entreprises alimentaires interrogées à partir d'un panel de plus de 450 entreprises de toute taille et tout secteur estiment que la situation avec la grande distribution n'est pas meilleure, voire s'est dégradée par rapport à l'an passé. 71% des entreprises de l'agroalimentaire ont aussi formulé des demandes de hausse de prix qu'elles justifient par la hausse des coûts des matières premières agricoles, demandes qui n'ont pas été prises en compte. Et s'appuyant sur ces données, l'Association nationale des industries alimentaires s'indigne de la situation, pointant des demandes de baisse de prix systématiques de la grande distribution à l'encontre des entreprises alimentaires, des pressions, du chantage, des menaces de sortie de rayon pour les produits si les entreprises n'acceptent pas les conditions imposées. Acheter au prix toujours le plus bas reste le seul leitmotiv des distributeurs. Ils sont aidés en cela par le dumping social et environnemental qui sévit en Europe.
Même si vous reconnaissez, Monsieur le Ministre, que la guerre des prix continue, par exemple concernant le prix du lait, et en dépit des accords passés par plusieurs industriels avec la grande distribution, rien n'est entrepris pour enrayer cette logique destructrice pour nos paysans, pour la qualité de notre alimentation et pour l'environnement, comme en témoigne la gestion des accords de libre-échange comme le CETA ou le Mercosur, que le gouvernement continue de soutenir contre toute logique économique et environnementale. Merci, Monsieur le député. Enfin, pour le groupe Liberté et Territoire, Monsieur Charles de Courson. Si vous voulez bien éteindre le micro, Monsieur Dufresne. 4 questions, Monsieur le Ministre. Première question sur l'efficacité du dispositif de TODE. Bon, vous avez dit que vous alliez vous battre pour le maintenir, d'autres voulaient le supprimer. Mais première sous-question, est-ce qu'il est compatible avec le droit communautaire? Deuxième question, un problème budgétaire, puisqu'on a dépensé 540 millions, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais les crédits inscrits étaient de 482. Donc ça fait 58 millions, qui additionné aux 64 millions de dettes à fin 2017, fait que votre ministère doit 122 millions à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Alors est-ce que vous allez enfin régler les dettes? Et je ne sais pas si en 2019, la dette continue à s'aggraver. Et puis, dernier point, le but de tout cela, c'était de compenser le surcoût de la main-d'œuvre par rapport à nos concurrents européens. C'était ça l'idée du TODE. Mais quand on voit l'évolution de nos parts de marché, qui dans l'indicateur qui est dans votre RAP, Monsieur le Ministre, on continue à perdre des parts de marché à l'international, et notamment d'ailleurs dans les fruits et légumes, ce qui peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui vient de la Drôme. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire l'accentuer et pas simplement le maintenir? Deuxième question, sur l'incapacité de régler dans des délais raisonnables les subventions sur les MAEC et sur les mesures agro-environnementales et l'aide à l'agriculture biologique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre propos. Mais quand est-ce qu'on va cesser de se féliciter de venir on a juste fini de liquider 2016, comme vous l'avez rappelé. Mais enfin, quelles sont les origines? On est là en évaluation. Comment peut-on arriver à une telle situation? Troisième question, les refus d'appurement. Ce n'est pas simplement de constater que ça nous a coûté en 2017 313 millions et 91 en 2018, et vous l'avez dit, d'après l'estimation de la Cour des comptes, 168 millions, vous avez dit 170, c'est le même ordre de grandeur. Mais pourquoi on en est là hein, pour beaucoup, c'est parce qu'on paye trop tardivement, et donc clac, refus d'appurement. Donc, quelles sont les causes de ce dysfonctionnement du ministère? Et puis, c'est la dernière question sur les dépenses fiscales. C'est tout à fait anormal qu'on ait dans le RAP la totalité du taux réduit de TICPE, 2 milliards 23 millions, alors qu'il n'y en a que 850 millions. C'est ce que dit la Cour des comptes dans sa note d'exécution budgétaire, qui relève de l'agriculture. On peut éclater une dépense fiscale. On n'est pas obligé de mettre la totalité des dépenses fiscales sur une mission. Elle doit être éclatée puisqu'il y a une partie transport, BTP, enfin, etc. Ça serait beaucoup plus logique. Donc pourquoi est-ce que vous ne battez pas là-dessus? Et est-ce que vous ne pensez pas que dans le climat actuel, il faudrait essayer d'utiliser cette dépense fiscale plutôt pour encourager les économies d'énergie, notamment dans les matériels agricoles? Merci, Monsieur de Courson. Alors, il reste 4 orateurs, donc je vous propose de les prendre. Et comme ça, après, Monsieur le Ministre, vous pourrez répondre à toutes les questions et nous pourrons clôturer la session. Donc, Monsieur le député Christophe Géretti. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, deux petites questions peut-être un peu techniques dans le RAP. J'ai pu lire qu'il y avait, sur le premier point concernant l'IFCE, une sous-exécution de 455 000 euros. Je voulais savoir s'il y avait une raison spécifique, parce qu'il n'y a pas d'explication. Et le deuxième qui concerne aussi la sous-exécution, pardon, c'est l'appui aux SAFER. Et là, on a une sous-exécution de 2 millions d'euros. Donc je voulais avoir des précisions, parce qu'il n'y en a pas exactement. On parle de redéploiement vers d'autres dispositifs. Si vous avez des précisions, ou si vous ne les avez pas aujourd'hui, on peut les avoir plus tard. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Fabrice Brun. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord dire que
Il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu un ministre aussi convaincu, assez habité par sa fonction, donc je voulais le souligner. Et oui, il faut être positif, bien sûr, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et puis, simplement, vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'il est normal qu'il y ait des contrôles. Et bien sûr, personne ne le conteste. Mais comment on peut faire pour desserrer l'étau ottoman du cadre réglementaire et de l'inflation normative en agriculture? Nos paysans, ils n'en peuvent plus de la paperasse. Et je vais prendre un exemple concret. Essayez aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, de créer une retenue collinaire de 15 000 ou 20 000 mètres cubes. Ce n'est pas quelque chose de pharaonique. Tout ça pour stocker l'eau l'hiver, qui de toute façon dévalera la pente et se retrouvera à la mer. Et ce n'est pas dans une logique... Les années 80 sont bien terminées. On n'est pas dans une logique d'intensification, mais bien de sécurisation du revenu des agriculteurs dans une période de dérégulation climatique. Ma deuxième question, elle a été un peu évoquée, c'est l'avenir du TODE. C'est vrai qu'on l'a gagné au mois de novembre d'une voix contre l'avis du gouvernement dans l'hémicycle, avec certains, oui, sur tous les bancs. Et simplement, 2019-2020, qu'est-ce qui se passe au-delà? Comment on fait pour accompagner nos agriculteurs français qui subissent une concurrence, des distorsions de concurrence importantes en termes social, environnemental, et pas besoin d'aller très loin. Vous savez, rien qu'au niveau de l'Union européenne, il faut rappeler sans cesse que l'Allemagne n'a pas de SMIC, qu'elle paye des salariés pour produire, de SMIC agricole en tout cas, des salariés à 6 € pendant que nous les payons 12, et que c'est une réalité. Moi je sors du lycée agricole, il y a 30 ans, honnêtement on ne parlait pas de l'Allemagne. Aujourd'hui nous taille des croupières, y compris dans le secteur des fruits et légumes, et là-dessus c'est un vrai sujet. Et puis je terminerai simplement par l'ONF, ça a été évoqué. On a tous été saisis dans nos circonscriptions par des agents complètement déboussolés, d'un office national dont la forêt française a besoin, qui ne s'est certainement pas tout à fait remis non plus de la tempête de 99, mais il y a d'autres raisons structurelles. Et Monsieur le Ministre, entendez-vous l'appel au secours des agents de l'ONF, de la Drôme, de l'Ardèche et d'ailleurs. Merci. Merci Monsieur le député. Monsieur Jean-René Cazeneuve. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Deux questions rapides. Il existe un vrai consensus sur l'équipement des toitures d'exploitation agricole de panneaux solaires. Est-ce qu'il y a dans votre ministère des budgets prévus à cet effet ou il faut aller chercher les budgets du côté du ministère de la Transition écologique? Deuxième question, le Premier ministre a annoncé sa volonté de pousser une déconcentration des services des différents ministères de Paris vers la province et de la province vers des villes moyennes. On peut imaginer que le ministère de l'Agriculture se prête particulièrement bien à l'exercice par définition. Alors, sans rêver jusqu'à la délocalisation du ministère dans la Drôme ou dans le Gers, est-ce que cette démarche a été engagée chez vous, Monsieur le Ministre, et à quelle échéance vous voyez des résultats concrets de cette déconcentration? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Monsieur Gabriel Serville. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Ma question un peu spéciale porte sur la gestion du domaine forestier de l'État en Guyane et en particulier sur la non-application des dispositions de la loi relative à l'égalité réelle outre-mer de février 2017. En effet, voilà des années que sur ces bancs, nous ne cessons de dénoncer la gestion du foncier guyanais par l'État, source de fortes frustrations localement, au point que cette question s'est retrouvée au cœur des revendications des mouvements sociaux de mars-avril 2017 qui ont vu des milliers de Guyanais crier leur ras-le-bol. Aujourd'hui, nous en arrivons à une situation extrêmement tendue qui pourrait dégénérer très rapidement si nous ne trouvons pas les moyens d'apaiser les relations entre administrés, élus locaux et l'ONF, gestionnaire de la forêt guyanaise pour le compte de l'État. En effet, lors de l'adoption de la dite loi égalité réelle en Outre-mer, nous avons voté le principe que désormais, l'ONF serait redevable de la taxe sur le foncier non bâti sur les forêts qu'elle exploite. En réalité et dans les faits, à ce jour, nos collectivités n'ont encore rien perçu. Bercy se retranche derrière la supposée complexité du dossier, alors que de l'aveu même des services fiscaux locaux et de l'ONF, ce n'est pas le cadastrage de la forêt guyanaise qui pose problème, mais plutôt la seule capacité de l'ONF à supporter cette nouvelle charge qui serait en cause. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous saurais gré de bien vouloir m'informer de l'état d'avancement de ce dossier, alors même que nos collectivités ont littéralement la corde au cou face aux conséquences qui découlent de l'explosion démographique à laquelle elles doivent faire face. Je vous en remercie.
Merci, monsieur le député. Et enfin, dernière question, monsieur Jean-Baptiste Moreau. Oui, j'en ai encore une, je suis désolé. Non, juste pour répondre à mes collègues par rapport à la loi Egalim, je ne veux pas la défendre à la place du ministre, mais je veux quand même dire des choses. Elle a été votée au mois de novembre, alors certes, tout n'est pas parfait. J'invite d'ailleurs mes collègues à venir à la commission d'enquête sur les relations commerciales. Ils verront que le bilan est beaucoup plus contrasté que ce qu'ils veulent bien présenter. Il y a certaines industries agroalimentaires qui pensent quand même et qui ont constaté un changement de mentalité. Quant à la contractualisation sur les indicateurs de coûts de production, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est inefficace, elle n'est pas mise en place. La profession s'en est pas emparée. Il y a quasiment pas de contractualisation de mise en place. Donc forcément, ça ne va pas descendre par l'opération du Saint-Esprit. Les indicateurs ont été déterminés les derniers au 31 janvier, notamment sur les bovins viande. Donc évidemment que pour le moment, ça n'est pas redescendu dans les cours de ferme. Je suis le premier à le regretter parce qu'il y a urgence sur un certain nombre de choses. Mais voilà, on ne peut pas critiquer une loi si on ne s'est pas emparé de l'ensemble des outils qui la contiennent, notamment l'article 1 du titre 1. Donc voilà, par rapport à ça. Et juste, j'avais une question, moi, par contre, par rapport au changement climatique et à l'évolution. On voit dans le budget du ministère de l'Agriculture, le FNGRA, le Fonds national de gestion du risque agricole, on a des sécheresses qui se sont multipliées les dernières années. Il a été sollicité sur les années 2017 et 2018. On voit bien qu'il est juste au niveau des capacités de financement. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur d'autres types de financement, d'autres sources de financement sur ce Fonds national de gestion des risques agricoles ou d'autres mécanismes qui peuvent le remplacer? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans les limites de ce qu'on peut faire, étant donné qu'on est obligé de faire des arbitrages entre, on va dire, des moins mal possibles, puisqu'on ne peut pas compenser la perte en totalité, étant donné la sollicitation importante de ce fonds chaque année et de façon globalisée sur le territoire. Merci pour ces précisions et votre dernière question, monsieur le député. Monsieur le ministre, maintenant, c'est à vous. Bon, merci. Alors, on sort un peu du printemps de l'évaluation, vous l'avez dit, madame la présidente, mais enfin, après tout, toute est évaluation, c'est pas financier, c'est social, c'est pas social, c'est économique, humain. Donc, allons-y, je vais essayer de répondre. Je crois qu'il faut s'arrêter à 22h30, c'est ça? Donc, il me reste 5 minutes, donc vous acceptez qu'on déborde un peu. Sans ça, je vais me faire... Alors, je vais aller... Qui c'est qui attend après, là? C'est monsieur Le Cornu. Oh, il a le... Je vais essayer d'aller le plus vite possible, le plus clairement possible, excusez-moi, dans l'ordre. L'enseignement agricole est une pépite, vous l'avez dit. Quand je suis arrivé à ce poste, je l'ai évoqué immédiatement, j'en ai fait une priorité. Sauf que notre pépite, d'année en année, il y a de moins en moins de jeunes qui s'inscrivent dans nos établissements. Et on a regardé ça depuis 10 ans. On a regardé nos lycées se vider d'élèves, et on n'a rien fait, je suis au regret de le dire. Et je me mets dedans. Heureusement que l'on a, dans nos lycées agricoles, les secondes, premières, terminales générales, parce qu'il y a des jeunes qui veulent faire leur terminale ES ou autre ici, parce que le bahut, il est super bien, c'est en ruralité, c'est à côté de chez vous. On n'aurait pas ça, on en aurait fermé beaucoup. Donc vous relayez la crainte, les interrogations des enseignants, des parents d'élèves, et vous avez raison de le faire. Et moi, j'ai essayé de les rassurer depuis que je suis arrivé. Mais c'est très compliqué, parce que nous avons dû jouer sur les seuils, nous avons pris la décision de ne fermer aucun établissement, de ne pas fermer de classe, mais on est obligé de jouer sur les seuils. Il y a quand même moins d'élèves. Bon. Donc nous avons lancé une grande campagne de communication, de lancement d'informations avec Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer, que nous avons appelé l'Aventure du Vivant. L'Aventure du Vivant a plutôt bien marché, la campagne sur les réseaux sociaux a eu 12 millions de clics et de vues. Notre objectif, c'est d'avoir 20 000 élèves supplémentaires dans les 2 ans. Si nous n'avons pas 20 000 élèves supplémentaires dans les 2 ans, nous serons obligés de prendre des mesures très difficiles. Alors que nous sommes le seul réseau présent dans toute la ruralité, vous l'avez dit, monsieur le député, par nos établissements publics, par nos établissements privés et par les MFR. Car je veux le souligner ici, et je l'assume, je ne fais aucune différence entre les lycées d'enseignement technique agricole public, privés et les MFR. La famille de formation, ce sont ces 3. Et les 3, non, et les 3 sont tout aussi importants les unes que les autres. Et ils jouent des rôles totalement différents. Et je l'ai déjà dit, je soutiens vraiment beaucoup les MFR parce qu'elles travaillent en zone rurale, elles travaillent beaucoup pour les services, ce sont les seules. Elles récupèrent des mômes qui n'iraient pas ailleurs que dans les MFR. Le système d'organisation des MFR, d'internat obligatoire, fait que moi, je chéris les MFR et je leur dis merci pour ce que vous faites. Parce que s'il n'y avait pas les MFR, on aurait beaucoup de mômes qui seraient ailleurs, mais pas dans d'autres établissements.
Oui, qui serait nulle part. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, sauf un cas précis, alors vous me le donnerez, il n'y a pas de problème de financement dans les MFR, puisque je n'ai pas volontairement réduit la dotation alors que le nombre d'élèves avait diminué. Alors, s'il y a un problème particulier sur un établissement, on le regarde là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, on a une réorganisation totale à faire dans nos établissements. La force de nos lycées, c'est qu'il y a des fermes pédagogiques. La difficulté, c'est que la plupart des fermes pédagogiques ont un problème d'équilibre économique. C'est une réalité. On va appeler un chat, vous le savez toutes et tous. Donc moi, je travaille là-dessus pour faire en sorte que nous gardons la viabilité et la résilience de ces lycées agricoles. Le jour où nous n'avons plus d'enseignement technique agricole, la France perd beaucoup dans son organisation de formation. Je rappelle que tous les mômes qui rentrent sortent globalement avec un boulot. Hein. Bon. Même si aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure des vétérinaires, le rapporteur Lozana parlait des vétérinaires dans les abattoirs. Pardon. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui viennent pour faire veto, mais ils veulent faire veto de ville et plus veto rural comme on les connaissait avant. Hein. Alors moi, je n'oppose pas les deux, mais on a un vrai sujet. Et quand vous parlez d'enseignement, il ne faut jamais oublier l'enseignement supérieur et la recherche, parce que ce que nous sommes en train de faire avec la fusion de l'INRA et l'IRSTEA pour faire le grand ensemble de recherche qui va être le leader en Europe et un des tout premiers au monde, c'est quelque chose de très important. Mais je vous remercie parce qu'on ne parle jamais assez de la place de l'enseignement agricole dans notre dispositif. Et merci, monsieur le député, de l'avoir évoqué. Comment ? Oui, madame Louwagie, j'ai déjà répondu sur les retards de paiement. Vous avez été plusieurs à l'évoquer. Charles de Courson l'a dit. Je me suis exprimé très clairement. Moi, je ne me réjouis pas de dire qu'en 2019, nous avons fini de payer 2016. Tant mieux. Mais je ne me réjouis pas. Et je ne me réjouis pas de dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'en 2019, nous sommes à 94% de 2017. Parce que les 6% qui ne sont pas payés, eux, ils ne se réjouissent pas du tout. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu une défaillance. Parce qu'il y a un système informatique qui a mal fonctionné. Il faut dire les choses. Bon, voilà. Après, moi, je ne vais charger personne. On n'est pas là pour aborder ces sujets. Et aussi, et ça, je l'ai évoqué à plusieurs dans l'audition ici et au Sénat, la prochaine PAC, il faudra la simplifier. Il y a 920 critères différents. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus possible. Et quand on a 920 critères différents, forcément, il y a 920 dossiers. Et moi, je suis allé dans les SEA, je suis allé dans plusieurs départements voir les personnes qui sont sur leurs ordinateurs. Quand je vois des agents qui rentrent des mètres carrés par mètre carré, c'est pas possible. Sauf que, je le dis, pourquoi il y a eu cette inflation de critères? Parce qu'il y a eu, c'est comme tout à l'heure sur les niches fiscales, département par département, territoire par territoire, zone de montagne, zone urbaine, zone humide, zone élevage à l'étang, etc. Il y a toujours une bonne raison de les augmenter. Et très objectivement, j'ai bien regardé ce qui était passé, ce n'est pas uniquement le Parlement qui les a augmentés. Le Parlement y a beaucoup joué, parce que les parlementaires ont été, et c'est bien normal, c'est votre rôle, faire remonter ce qui vient du terrain. Mais les organisations professionnelles agricoles avec qui je m'en suis entretenu ont aussi beaucoup augmenté le nombre de critères. Et là, il faudra que ça baisse. Parce que sans ça, on ne rattrapera pas le... Voilà. Bon. Donc là, nous allons avancer. Et sur les contentieux, je n'ai aucune nouvelle. Bon, voilà, ça fait partie de la vie. Hein, on verra bien ce que ça. Sur la méthanisation, on est il y a un grand plan de méthanisation qui doit partir. Lors du salon de l'agriculture, avec la FNSEA, avec la présidente Madame Kocher-Denji, nous avons signé un document. Il faut avancer. Vous savez qu'il y a plusieurs sujets, la viabilité, la taille du méthaniseur, comment ça retourne dans le réseau, est-ce que c'est un revenu d'appoint ou pas, et l'aspect fiscal qui est absolument indispensable. Donc nous y travaillons sur la PPE qui a été mise en place. Peut-être on pourra la faire un peu bouger, mais ce sujet-là, sachez que la volonté de la méthanisation et également des biocarburants qui en découlent sont des sujets sur lesquels nous devrons
sur lequel nous devrons retravailler parce que c'est absolument indispensable. Monsieur Herth, vous avez parlé de la filière sucre. Alors, en moins d'une heure, ça va être compliqué. Non, ça va être très compliqué. On a 2 sujets en France. On a l'entreprise allemande Südzucker qui a fait un choix terrible de réorganisation économique. C'est sa responsabilité. On a tous été sujets, contraints à des exercices économiques. Ce qui est inacceptable venant de l'Allemagne, venant de cette entreprise, c'est qu'elle contourne le PSE et qu'elle ne ferme pas les entreprises en laissant 4, 5, 6 salariés dans le site. Ce qui fait qu'on est complètement planté. Et lorsque la CGB et son président Franck Sander font une proposition à Südzucker, une proposition de rachat à 30 millions d'euros, l'entreprise leur dit finalement « niet, ça ne peut pas marcher ». Y a-t-il un avenir pour le sucre? Oui. Est-ce que c'est comme par le passé? Non. Aujourd'hui, il y a une surproduction mondiale, vous l'avez évoqué, le Brésil, l'Indonésie. Le prix du cours du sucre est bas depuis quelques années. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien, je ne suis pas devin. Ce que nous disent les économistes, ce que nous disent ceux qui connaissent bien ce secteur, c'est qu'en se réorientant, en faisant des sucres spéciaux, en parlant dans telle ou telle direction, il y a encore la possibilité. Et je parle des éleveurs, des planteurs, mais je veux aussi parler des salariés. On les oublie trop. On les oublie trop. Dans les sucreries, il y a beaucoup de salariés. Il y a le problème des planteurs, mais il y a le problème des salariés. Alors, et évidemment, oui, des saisonniers. Donc je m'étais rendu à Cagny il y a de cela quelques semaines. Je vais à Épeuville la semaine prochaine ou celle d'après, parce que je voulais aussi aller dans les Hauts-de-France. On a le problème de Südzucker. Il va falloir qu'ils payent. Et je peux le dire tranquillement ici, je suppose que c'est enregistré. On va les faire payer. On va les faire payer. Et il y a aussi Cristal Union qui est en train de se restructurer aussi, sur lequel nous avons travaillé. La filière sucre est une filière en tension, une filière en difficulté, mais ce n'est pas une filière du passé, c'est une filière qui peut avoir de l'avenir si on est capable de regarder ensemble comment on peut la restructurer. Oui, bien sûr que j'ai regardé ça, nous avons regardé ça avec la Commission européenne. La Commission européenne nous soutient là-dessus, il n'y a pas de sujet. Monsieur Potier, Jean-Baptiste Moreau a répondu. Enfin, j'espère, et ce n'est pas votre cas, mais je vois trop certains, et je ne parle surtout pas de députés, qui sourient et qui peut-être même se réjouissent du fait que Egalim ne serait pas une réussite parce que l'argent ne serait pas retombé dans la cour de ferme, parce que si c'est ça, je m'inquiète. L'intérêt supérieur de la nation et de l'agriculture, ce n'est pas l'intérêt politicien de se dire, je vous l'avais bien dit, bon, voilà. Les ordonnances ont été prises en février, en mars et en avril. Jean-Baptiste Moreau l'a dit tout à l'heure, il y a même des mesures qui ne sont pas encore en place. Donc on ne peut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas. Est-ce que tout est négatif? Non. Il y a eu des avancées sur le lait, il y a eu des avancées dans certains secteurs. Est-ce que c'est une réussite pour la première année? Non. Parce que la première année, les négociations commerciales ont commencé le 1er décembre et les ordonnances ont pris effet au 1er février. Mais on a senti du changement et de l'évolution. Ça ne va pas assez loin. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir... Mais tout à l'heure, j'ai vu monsieur... Comment s'appelle le président de votre commission Non, de votre commission d'enquête. Bref. Non, oui. Voilà, Besson Moreau. J'ai rencontré à l'entrée. J'attends beaucoup, moi, de cette commission d'enquête. Beaucoup. Parce qu'il faut tout mettre sur la table. On ne peut plus continuer à démarrer des négociations commerciales où la grande distribution dit « nous, on vous fait du -4 » et où les CGV des industries, des entreprises sont à +9. C'est ridicule. On est le seul pays au monde à faire ça, et le seul pays en Europe. Donc les choses vont avancer. Ça n'est pas allé assez vite, mais ça va avancer. Vous avez parlé plusieurs, M. Dufresne, M. Potier, du Mercosur, du CETA, des accords commerciaux. Enfin, dans quel monde vivez-vous et vivons-nous? On vit dans un monde ouvert, dans un monde d'échanges économiques. Donc personne ne peut être contre des accords commerciaux, des accords d'échange économique. Ou alors on vit dans autre chose. Après, non mais c'est ce que je dis moi. Après, vous me dites Mercosur. Ben Mercosur, les choses sont très claires. La position de la France pour le Mercosur, elle est très claire, très claire. Nous ne sommes pas opposés aux accords commerciaux internationaux. Nous sommes opposés au Mercosur
si ça met en cause les standards de notre agriculture, si ça met en cause notre filière bovine notamment, et notre filière sucre, on en a parlé, c'est tout. Donc on va voir comment les choses se passent. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la Commission. C'est la Commission et la commissaire qui a relancé les discussions. Vous savez très bien qu'au niveau européen, ça plaît ou ça plaît pas. Les États membres n'ont pas leur mot à dire au moment de lancer la discussion. Par contre, oui, bien sûr, mais d'ailleurs pour le mandat pour les États-Unis, la France a voté contre parce que les États-Unis ne respectaient pas les accords de Paris. Et là, nous donnons mandat pour les discussions de Mercosur, qui n'a pas été demandé encore, mais nous avons dit que nous ne ratifierions pas le Mercosur s'il mettait en cause les standards agricoles français. C'est aussi clair que ça. Mais je me permets de le préciser, parce que on ne peut pas dire qu'on est contre les accords commerciaux. On est content de vendre et de vendre de plus en plus de bœuf et de porc aux Chinois. On est content de vendre des produits transformés au niveau mondial. Sur le foncier, je n'y reviens pas. Nous sommes en train de travailler dans les jours qui viennent. Vous serez saisis d'une proposition du gouvernement de travailler sur voir comment, dans quelle direction on pourrait améliorer les sujets du foncier. Sur le CEPP, vous êtes allés en justice, on va voir ce que ça donnera. Nous, je vous l'ai déjà dit, le choix du gouvernement, c'est de ne pas rajouter d'argent supplémentaire au détriment des agriculteurs. C'est pour ça que nous sommes avancés dans cette direction-là. Mais enfin, nous verrons ce qu'à dire. Sur Monsieur Dufresne, sur le libre-échange, je l'ai évoqué. Sur les relations avec les grandes distributions aussi, quand vous dites rien n'est entrepris, on ne peut pas dire que rien ne soit entrepris. Les États généraux, vous y avez tous participé. Et tout le monde a dit que c'était une grande réussite. Ce que vous avez critiqué les uns et les autres dans la loi Egalim, c'est d'ailleurs pas cette partie-là, c'est plutôt sur la deuxième partie, si j'ai bien lu ce qui s'est passé au débat et ce que j'ai vu moi au Sénat. Je n'ai pas entendu tellement, dans les débats à l'Assemblée nationale, de critiques sur le titre 1 de la loi Egalim. Parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut une meilleure répartition de la valeur, il faut inverser la construction du prix. Vous avez tous été d'accord sur l'inversion de la construction du prix, le rapporteur Moreau s'en souvient plus que moi, inversion de la construction du prix, meilleure répartition de la valeur, meilleur équilibre commercial. Vous étiez tous d'accord. Maintenant, battez-vous pour que ça marche. Et battons-nous ensemble pour que ça marche. Battons-nous ensemble et faisons pression. Je veux simplement venir sur un sujet qui est très compliqué et sur lequel nous avons besoin de regarder les choses très clairement. Nous nous sommes aperçus qu'avec le seuil de revente à perte de 10%, la crainte, c'était une inflation exorbitante sur les produits d'appel. Ça n'a pas été le cas. L'inflation a été assez faible. Mais il faut aussi savoir qu'une augmentation des prix pour le producteur peut s'accompagner d'une augmentation du prix pour le consommateur. Et cet équilibre, il faut l'assumer, c'est la meilleure répartition. Il ne faut pas jouer les uns contre les autres. Moi, je refuse de prendre le consommateur en otage par rapport aux paysans. Mais je refuse qu'on dise aux paysans, bon bref, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une réalité. Sur Monsieur de Courson, sur l'efficacité du TODE, vous avez été plusieurs à l'évoquer. Alors, le TODE, c'est vraiment, moi je pense, un problème de dumping social et fiscal par rapport aux autres pays de l'Union. Aux autres États membres. Enfin, quand même, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, peut-être M. Brun, c'est M. Brun. Enfin, c'est quand même dingue que les maraîchers allemands arrivent à fournir des produits en France moins chers que les maraîchers chez M. Hert, par exemple. Bon, mais pourquoi? Parce que l'Allemagne utilise des travailleurs détachés polonais ou ailleurs. Bon, et donc, les TODE, c'est aussi fait en sorte pour tenir un moment, mais j'allais dire, ça ne durera pas autant que les impôts, excusez-moi, mais il faut une montée aussi sociale de l'ensemble des autres pays. Moi, j'ai discuté de ça avec mon collègue espagnol il y a quelque temps à Madrid en disant on ne peut pas continuer comme cela. Nous, on ne peut pas être vertueux pour sortir du glyphosate, baisser les pesticides. On a un SMIC, on met du TODE, et puis par rapport à ça, il y en a d'autres qui font rentrer des produits avec des pesticides en France et avec de la main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher. C'est ça notre problème. Et le travail que nous devons faire au niveau de l'Union européenne, c'est une harmonisation sociale et fiscale. Tant qu'il n'y aura pas ça, on ne s'en sortira pas. Et tant qu'il n'y aura pas ça, il faudra qu'il y ait du TODE. Et moi, quand j'ai été nommé au gouvernement, je me suis exprimé sur le sujet. Alors après, effectivement, l'Assemblée est allée plus loin que la position de compromis que j'avais présentée. Ben, je n'ai rien à en dire. Le Parlement est souverain, très bien. Et ce que je vous dis... Comment ? Bon, enfin, et donc, ce que je veux dire, c'est que je vais... Ouais.
Non, mais voilà, moi je suis ravi du choix qu'a fait l'Assemblée nationale, qui n'était pas l'arbitrage que je défendais. C'est la vie, vous connaissez tous et tous autant expérimentés que moi, c'est la vie. Et je vous dis que pour le PLF 2020, je vais proposer que le TODE soit maintenu. Alors le TODE, ça a été, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, le budget il est annuel. Hein. Moi, quand je dis pérenniser, je ne devrais pas dire pérenniser. Je devrais dire pérenniser pour l'année 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, ça sera encore proposé, il y aura du TODE. En 2021, 2022, 2023, 2024, je ne serai plus là, et vous, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on verra. Mais en tout cas, pérenniser, non. Alors après, par contre, ce que disait monsieur... non, personne ne sait, non, évidemment. Ce que disait monsieur de Coursan, où vous avez raison sur les dépenses fiscales, et ça me donne un bon argument pour les réunions que nous avons en ce moment d'arbitrage, etc. C'est que, tout à l'heure, je disais, après tout, que ce soit chez nous ou pas chez nous, peu importe, on a 50% d'agriculture, mais après tout, si on peut décaler, pourquoi pas, et je vais creuser cette piste, parce que c'est une piste qui, moi, m'intéresse, pour facialement sur le montant. Hein. À l'arrivée, le budget de la France, qu'il soit à l'agriculture ailleurs, c'est exactement pareil. J'évoquais tout à l'heure le gazole pour les bateaux de pêche. Les bateaux de pêche, c'est pas au ministère de l'Agriculture, et pourtant c'est nous qui gérons la pêche. Bon, on va regarder les choses, comment elles peuvent se faire. Et l'éco-énergie sur le matériel agricole, moi je suis allé au CIMA, je pense que là, il n'y a pas de filière d'agroéquipement en France. C'est dommage, il n'y a pas de filière d'agroéquipement. J'en ai parlé à Bruno Le Maire déjà, mais là nous avons devant nous un boulevard. Quand on regarde que par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure Dominique Potier sur les produits phytosanitaires, quand on voit ça fait baisser avec ces nouveaux matériels, exactement comme ça, de 70-80%, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Il y a le biocontrôle, c'est indispensable, mais il y a aussi les agroéquipements. Sauf qu'il faut qu'ils soient dimensionnés à l'échelle de ce que sont les entreprises agricoles françaises. Et pour l'instant, ce n'est pas encore gagné. Mais je regarde ça de près parce que là, on a en main quelque chose de très fort. Et on a de la R&D et on a des entreprises privées qui font un travail remarquable qu'il faut encourager. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises étrangères, après tout européennes ou autres, mais on a aussi beaucoup d'entreprises françaises qui peuvent faire ce travail. Monsieur Géretti, je ne peux pas répondre sur les SAFER, sauf si vous m'avez trouvé quelque chose, mais je vous répondrai par écrit. Sur l'IFCE, vous savez que l'IFCE, toute la filière équine est une filière, vous connaissez ça mieux que quiconque, hein, oui, en grande réflexion. Nous avons signé le COP, le maire de Pompadour était là d'ailleurs, pas que, mais le maire de Pompadour était là, le COP de l'IFCE. Nous essayons de relancer la machine, il y a un gros travail qui est fait avec les salariés et nous allons essayer d'avancer. Monsieur Brun, sur l'irrigation, nous l'avons, ça y est, le gouvernement a accepté de relancer l'irrigation et donc les retenues collinaires. La nouvelle instruction a été publiée, le financement par les agences de l'eau, le financement possible avec les collectivités locales, c'est fait, ça prendra sûrement un petit peu de temps, mais il y a une demande aux préfets, aux DRAF et aux agences de l'eau d'avancer dans cette direction. Je me suis exprimé à plusieurs reprises. On ne peut pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les 6 autres mois. En même temps, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On travaille sur la substitution, de la substitution. Mais vous avez eu raison de dire qu'en 10 ans, l'agriculture française a utilisé 15% d'eau en moins qu'elle ne l'utilisait. Donc ça montre bien qu'on peut avancer. Sur le TE2, j'y ai répondu. Sur l'ONF, je l'avais dit tout à l'heure au début de la réunion, c'est une entreprise publique formidable. Je souhaite qu'elle reste une entreprise publique formidable. Nous allons travailler avec la Fédération nationale des communes forestières qui aujourd'hui critiquent beaucoup les décisions qui ont été prises. Nous allons avancer sur l'ONF et faire de cette ONF avec ses salariés, avec ses délégués du personnel, avec sa nouvelle direction. Et nous nommerons dans les semaines qui viennent un nouveau responsable de l'ONF qui sera là pour relancer l'affaire. Monsieur Serville, vous avez parlé de l'ONF en Guyane. La situation des bases cadastrales est un peu compliquée à regarder en Guyane. Le montant dont l'ONF devra s'acquitter est en cours de stabilisation et je peux vous dire que théoriquement, en principe, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est une obligation légale, sera acquittée en 2019 au titre de 2018. Ou je vais dire pourrait être acquittée en 2019 au titre de 2018, parce que
faut toujours mettre du conditionnel. Monsieur Cazeneuve, deux questions très importantes sur les panneaux solaires. Ça relève en effet du MTES, mais ça me désintéresse. Je ne suis pas désintéressé de ce qui se passe sur les économies d'énergie, sur les bâtiments agricoles. Dans le cadre du GPI, il y a possibilité de le financer. Il n'y a pas de ligne sur le budget de l'agriculture, mais dans le cadre du GPI, il y aura peut-être possibilité. Sur la déconcentration des services, c'est une volonté forte du président de la République. S'il y a un secteur, nous parlions tout à l'heure avec votre collègue des MFR et de l'enseignement agricole, s'il y a un secteur, l'agriculture, qui sait ce que c'est être présent dans tous les territoires, qui est en contact avec la ruralité, c'est le ministère. Et aujourd'hui, nous réfléchissons à voir comment nous pouvons, alors on ne va pas dire on va déménager les ministères en province ou dans les territoires, à mon avis c'est absurde. Mais par contre, déconcentrer, déplacer les missions et des agents qui pourraient faire du travail au plus près du terrain, ça oui c'est intelligent. Et évidemment, nous y travaillons. Et Monsieur Moreau, sur votre question, vous avez raison. Les aléas, les crises vont être de plus en plus importantes, les aléas climatiques, etc. Le FNGRA ne pourra pas continuer à tout supporter parce qu'il n'aura pas les moyens, nos budgets n'auront pas les moyens. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons vraiment travailler dans le cadre de la PAC 2020, c'est plus 2020 maintenant, c'est 21. Bref, de mettre l'assurantiel au cœur du dispositif. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en disant qu'aujourd'hui, dans certaines filières, les assurances marchent, mais elles sont beaucoup trop chères. Et si on a des aléas l'année d'après, on se fait assommer. Je veux absolument, et j'ai rencontré les responsables de celles et ceux qui pouvaient financer, que l'on mette en place une vraie assurance. L'agriculture, c'est le seul secteur où il n'y a pas d'assurance obligatoire. Une vraie assurance et réassurance obligatoire interfilière, etc. Nous y travaillons. Et dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, il faut absolument que le filet de sécurité et que les aides puissent y revenir. Voilà, mesdames, messieurs, madame la présidente, ce que je peux vous dire. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour vraiment ces réponses fournies, riches, constructives, données avec beaucoup de conviction et d'engagement. Je pense que le monde agricole a beaucoup de chance de vous avoir comme ministre de l'Agriculture. Je vous propose de suspendre quelques instants avant de poursuivre avec la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Je vous propose de commencer.